Entre 1872 et 1874, 11 hommes puissants disparurent dans le silence d'une chambre à coucher. Tous portaient la même marque, une entaille profonde et précise, tracée de gauche à droite pendant leur sommeil. Tous partageaient le même secret. Sous leur drap de coton blanc, ils dissimulaient une robe fantôme qu'ils ne porteraient plus jamais. Avant de continuer, abonnez-vous à cette chaîne et dites-moi en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. Cette histoire mérite d'être partagée, et votre présence ici compte. Le sud des États-Unis, dans les années qui suivirent immédiatement la guerre de sécession, était un territoire fracturé, traversé de cicatrices invisibles plus profondes que celles laissées par les canons. La reconstruction avait apporté avec elle une promesse de liberté pour les anciens esclaves, mais aussi une résistance féroce de la part de ceux qui refusaient d'accepter cette nouvelle réalité. Dans les comtés ruraux de la Géorgie, du Mississippi et de l'Alabama, les routes poussiéreuses serpentaient entre des plantations en ruine et des villes qui essayaient de se reconstruire sur les décombres d'un ordre ancien. C'était une époque où la loi officielle et la loi véritable ne coïncidaient presque jamais. Les shérifs locaux, lorsqu'ils n'étaient pas eux-mêmes complices, fermaient les yeux devant des violences qu'ils prétendaient ne pas voir. Les registres paroissiaux disparaissaient mystérieusement. Les témoins perdaient soudainement la mémoire. Et dans l'obscurité des nuits sans lune, des silhouettes blanches se déplaçaient comme des fantômes vengeurs, imposant leur propre justice à coups de cordes et de flammes. Le Ku Klux Klan n'était pas encore l'organisation nationale qu'il deviendrait plus tard. En 1872, il s'agissait plutôt d'une constellation de chapitres locaux, chacun dirigé par des hommes qui se considéraient comme les gardiens d'un monde disparu. Ces hommes n'étaient pas tous des fermiers ignares ou des voyous sans éducation. Beaucoup étaient des propriétaires terriens respectés, des commerçants prospères, des anciens officiers confédérés qui portaient leurs défaites comme des médailles d'honneur. Ils se réunissaient dans des granges isolées, dans des clairières forestières, parfois même dans les sous-sols d'églises complaisantes. Dans ce paysage déchiré entre passé et avenir, il existait un comté particulier, niché dans les collines ondulantes du nord de la Géorgie, où les pins s'élevaient comme des sentinelles et où les ruisseaux coulaient avec une eau si claire qu'on pouvait voir chaque pierre au fond. Ce comté, que nous appellerons simplement le comté de Cumberland pour les besoins de ce récit, comptait environ 3000 âmes réparties entre plusieurs communautés. La ville principale, Ashworth, n'était qu'un carrefour avec une église baptiste, un magasin général, un bureau de poste et une scierie qui fonctionnait 6 jours sur 7. À la périphérie d'Ashworth se trouvait une propriété qui avait autrefois été l'une des plus prospères de la région. On l'appelait Belle-Rive, bien que la rivière dont elle tirait son nom ne fût qu'un modeste cours d'eau traversant ses terres. La maison principale, construite dans les années 1840, était une structure de 2 étages avec des colonnes blanches et une véranda qui courait sur 3 côtés. Pendant la guerre, elle avait été partiellement incendiée par des troupes de l'Union en retraite, puis sommairement réparée après les hostilités. C'est dans cette maison, au printemps de 1872, qu'une femme s'installa discrètement, louant la propriété pour une somme dérisoire au fils du propriétaire décédé, un homme qui vivait désormais à Savannah et n'avait aucune intention de revenir dans ces collines hantées par trop de souvenirs. La femme se présenta sous le nom de Madame Evangeline Sutherland, veuve d'un capitaine confédéré tombé à Chancellorsville. Elle arriva avec 2 malles de voyage, quelques meubles modestes et une histoire suffisamment vague pour être crédible dans une époque où personne ne posait trop de questions sur les origines d'autrui. Evangeline Sutherland avait approximativement 35 ans, bien qu'elle parût parfois plus jeune dans la lumière douce du matin et parfois plus âgée dans les ombres du crépuscule. Elle avait des cheveux châtain foncé qu'elle portait en un chignon strict, des yeux d'un brun presque noir et une silhouette mince mais droite qui suggérait une discipline personnelle rigoureuse. Elle s'habillait toujours en noir, comme il convenait à une veuve respectueuse, mais ses robes étaient bien coupées et révélaient un goût pour la qualité plutôt que pour l'ostentation.
Les premières semaines, elle vécut dans un isolement presque complet, ne se rendant au village que pour les achats essentiels. Elle fréquentait l'église baptiste chaque dimanche, assise toujours au même banc vers l'arrière, écoutant les sermons avec une attention polie mais distante. Elle ne cherchait pas à se faire des amis parmi les femmes de la congrégation, répondant aux questions avec courtoisie mais sans jamais offrir plus d'informations que nécessaire. Les commères d'Ashworth, frustrés par ce manque de détails croustillants, finirent par conclure qu'elle était simplement une veuve mélancolique, cherchant la paix dans la campagne. Ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est qu'Evangeline Sutherland observait. Elle écoutait les conversations à mi-voix dans le magasin général. Elle notait qui parlait à qui après l'office religieux. Elle remarquait quels hommes disparaissaient ensemble le mardi soir, quels regards s'échangeaient entre certains membres de la communauté. Elle apprenait les noms, les relations, les hiérarchies invisibles qui structuraient vraiment ce comté. Et elle attendait. Le premier disparition survint à la fin du mois de mai, lorsque les nuits commençaient à devenir suffisamment chaudes pour dormir avec les fenêtres entr'ouvertes. L'homme s'appelait Caleb Rutherford, un planteur de tabac qui possédait près de 200 acres de terre cultivable et employait une douzaine d'ouvriers agricoles, tous d'anciens esclaves qui travaillaient maintenant pour des salaires si bas qu'ils restaient à peine au-dessus de la servitude. Rutherford avait 52 ans, une moustache grise impressionnante et une réputation d'homme dur mais juste, du moins selon les standards de l'époque. Il vivait seul depuis la mort de sa femme 5 ans auparavant, dans une maison de planches blanches à quelques miles au sud d'Ashworth. Il avait 2 fils adultes qui avaient quitté le comté pour chercher fortune ailleurs, et une fille mariée qui vivait en Caroline du Nord. Sa maison était entretenue par une cuisinière et une femme de ménage qui venait 3 fois par semaine, mais les nuits, il était seul avec ses pensées et ses souvenirs. Le matin du 27 mai, sa cuisinière, une femme noire d'une 50aine d'années nommée Sarah, arriva comme d'habitude à 6 heures pour préparer le petit déjeuner. Elle trouva la porte arrière déverrouillée, ce qui était inhabituel. Caleb Rutherford était méticuleux concernant la sécurité, insistant toujours pour que toutes les portes soient verrouillées avant la tombée de la nuit. Sarah entra prudemment, appelant son employeur. Le silence qui lui répondit était dense, presque palpable. Elle monta à l'étage, son cœur battant de plus en plus fort à chaque marche. La porte de la chambre principale était entr'ouverte. À l'intérieur, Caleb Rutherford gisait dans son lit, les draps remontés jusqu'à sa poitrine, ses yeux ouverts, fixant le plafond avec une expression qui n'était ni de douleur ni de terreur, mais plutôt de surprise absolue, comme s'il avait été témoin de quelque chose d'incompréhensible dans ces derniers instants. Son cou portait une entaille profonde, nette, tracée d'une oreille à l'autre avec une précision chirurgicale. Le sang avait imbibé l'oreiller et formé une tache sombre qui s'étendait sous sa tête comme une sinistre auréole. Mais ce qui frappa Sarah au-delà de l'horreur immédiate du meurtre, c'était l'atmosphère de la pièce elle-même. Rien n'avait été dérangé, aucun signe de lutte. Les vêtements de Rutherford étaient soigneusement pliés sur une chaise. Sur la table de chevet, ses lunettes de lecture reposaient à côté d'une Bible ouverte. Le shérif Thomas Henley, un homme corpulent avec une barbe rousse et des yeux qui semblaient toujours légèrement méfiants, arriva dans l'heure qui suivit. Il examina la scène avec un professionnalisme prudent, notant chaque détail dans un petit carnet de cuir. Pas de fenêtre forcée, pas de tiroir fouillé. La montre en or de Rutherford était encore sur la commode, à côté d'un portefeuille contenant près de $60, une somme considérable pour l'époque. Les conclusions initiales du shérif furent énoncées avec une prudence délibérée. Il s'agissait manifestement d'un meurtre, mais les circonstances étaient déconcertantes. L'absence de vol suggérait un motif personnel plutôt que criminel au sens classique. Le fait que Rutherford n'ait apparemment pas résisté, qu'il n'ait même pas eu le temps de crier ou de se débattre, indiquait soit une attaque d'une rapidité extraordinaire, soit quelque chose de plus troublant encore, la possibilité qu'il ait été endormi au moment de l'agression, peut-être drogué.
Les rumeurs commencèrent immédiatement à circuler dans Ashworth. Certains évoquèrent la vengeance d'un ouvrier mécontent. D'autres suggérèrent des complications financières cachées, des dettes de jeu, des conflits fonciers non résolus. Les plus imaginatifs parlèrent d'un amant jaloux, bien que personne ne pût citer de liaison connue de Rutherford. Le shérif interrogea méthodiquement les voisins, les employés, les associés commerciaux. Personne n'avait rien vu, rien entendu. La nuit du meurtre avait été calme, sans lune, avec juste assez de vent pour faire bruire les feuilles des chênes. Ce que le shérif ne révéla pas publiquement, ce qu'il nota dans son carnet privé avec une encre plus épaisse que d'habitude, c'était un détail particulier découvert sous le corps de Rutherford. En retournant le matelas pour examiner s'il y avait eu des traces de violence préalables, il trouva, soigneusement pliée et cachée entre le matelas et le sommier, une robe blanche. Pas n'importe quelle robe. Une robe de cérémonie du Ku Klux Klan, avec sa capuche pointue et son masque intégré, le tout confectionné dans un coton grossier mais propre, récemment lavé. Thomas Henley referma immédiatement le matelas. Il ne mentionna cette découverte à personne, pas même à son adjoint. Il comprenait instinctivement que cette information pouvait transformer une enquête sur un meurtre isolé en quelque chose de beaucoup plus dangereux. Dans ce comté, dans cette époque, certaines affiliations étaient mieux laissées dans l'ombre. Révéler publiquement que Caleb Rutherford était membre du clan aurait déclenché une série d'événements imprévisibles, peut-être même violents. Mais Henley n'était pas un homme stupide. Il commença discrètement à poser des questions, à observer des patterns, à noter des connexions. Il savait que le clan opérait dans le comté. Il savait que certains hommes respectables menaient une double vie nocturne. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que le meurtre de Caleb Rutherford n'était que le premier d'une série qui transformerait son enquête en obsession et sa compréhension de la justice en quelque chose de beaucoup plus complexe et moralement ambigu. Pendant ce temps, à Belle-Rive, Evangeline Sutherland continuait sa vie tranquille et solitaire. Le lendemain du meurtre, on la vit au marché d'Ashworth, achetant des légumes frais et du tissu noir. Elle échangea quelques mots polis avec le commerçant, commenta brièvement le temps printanier, puis retourna chez elle dans son petit cabriolet tiré par un cheval bai qu'elle avait acheté peu après son arrivée. Personne ne remarqua l'infime changement dans son expression, cette lueur presque imperceptible de satisfaction qui traversa brièvement ses yeux sombres, avant de disparaître derrière le masque habituel de mélancolie polie. Les funérailles de Caleb Rutherford eurent lieu 3 jours après sa découverte, dans l'église baptiste d'Ashworth. Le pasteur William Crawford, un homme maigre aux cheveux blancs qui prêchait dans cette congrégation depuis plus de 20 ans, délivra un sermon sur la nature imprévisible de la mort et la nécessité de se tenir toujours prêt à rencontrer son Créateur. L'église était pleine. Rutherford avait été une figure respectée de la communauté, et sa mort violente avait secoué les habitants d'un comté qui se croyait à l'abri de telles horreurs urbaines. Evangeline Sutherland était présente, assise à son banc habituel, vêtue d'une robe noire impeccable. Elle pleura discrètement pendant le service, tamponnant ses yeux avec un mouchoir de dentelle blanche. Plusieurs femmes remarquèrent sa sensibilité et l'approchèrent après la cérémonie pour offrir des paroles de réconfort. Evangeline accepta leurs condoléances avec une grâce humble, expliquant qu'elle n'avait jamais rencontré M. Rutherford personnellement, mais que la tragédie d'un meurtre dans une communauté si paisible touchait son cœur de veuve qui avait elle-même connu le chagrin de la perte. Cette réaction si appropriée et si humaine désarma complètement les défenses sociales des matrones d'Ashworth. Elles commencèrent à voir Evangeline non plus comme une étrangère distante, mais comme une âme sensible qui partageait leur sens de la décence et leur vulnérabilité face aux mystères sombres de l'existence. Une femme nommée Martha Caldwell, épouse du propriétaire du magasin général, invita même Evangeline à se joindre au cercle de couture hebdomadaire. Evangeline accepta avec une gratitude modeste. Les semaines qui suivirent furent marquées par une normalité apparente. Le shérif Henley continua son enquête, interrogeant discrètement les associés de Rutherford.
examinant ses registres financiers, cherchant un mobile qui expliquerait ce meurtre étrange. Il ne trouva rien de concluant. Rutherford était un homme méthodique qui tenait des comptes précis. Il n'avait pas d'ennemis connus, pas de dettes importantes, pas de conflits familiaux apparents. L'enquête piétinait dans un marécage d'informations contradictoires et de pistes qui ne menaient nulle part. Puis, le 16 juillet, un deuxième corps fut découvert. Cette fois, il s'agissait de Marcus Donnelly, un marchand de bétail qui vivait près de la frontière avec le comté voisin. Donnelly avait 46 ans, était marié et père de 4 enfants. C'est sa femme, Rebecca, qui le trouva au matin, gisant dans leur lit conjugal, exactement de la même manière que Caleb Rutherford. Une entaille profonde et précise au cou, aucun signe de lutte, une expression de surprise figée sur son visage. La scène était si similaire que le shérif Henley, appelé immédiatement, sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Rebecca Donnelly était dans un état de choc profond. Elle insista qu'elle avait dormi aux côtés de son mari toute la nuit et n'avait rien senti, rien entendu. Comment était-ce possible ? Comment quelqu'un pouvait-il pénétrer dans leur chambre, commettre un acte aussi violent et s'échapper sans la réveiller ? Le docteur local, un homme pragmatique nommé Edmund Fairfax, suggéra la possibilité d'une drogue administrée dans la nourriture ou la boisson du soir. Henley ordonna une analyse des restes du dîner de la veille, mais les résultats, plusieurs semaines plus tard, ne révélèrent rien d'inhabituel. Ce que Henley découvrit, en fouillant discrètement la maison pendant que Rebecca était consolée par des voisines, c'était une autre robe blanche du clan, cette fois cachée dans un coffre au grenier, sous des couvertures d'hiver. Il ne dit rien. Il nota simplement le détail dans son carnet privé, à côté du nom de Rutherford. Un pattern commençait à émerger, troublant et dangereux. Les rumeurs dans le comté prirent une tournure plus sombre. On parlait maintenant d'un tueur en série, peut-être un fou échappé d'un asile, ou bien un vengeur méthodique ciblant des hommes pour des raisons connues de lui seul. Certains évoquèrent des théories raciales, suggérant que les meurtres pouvaient être l'œuvre d'anciens esclaves cherchant une revanche contre leurs anciens maîtres. Cette théorie gagna en popularité parmi certains segments de la population blanche, malgré le fait qu'aucune preuve ne la supportait et que tant Rutherford que Donnelly, bien que propriétaires terriens, n'avaient pas de réputation particulièrement cruelle envers leurs ouvriers. Le shérif Henley, homme prudent et méthodique, rejeta ces spéculations enflammées. Il voyait quelque chose de plus calculé, de plus personnel. L'absence totale de violence superflue, la précision chirurgicale des entailles, l'absence de vol ou de vandalisme, tout cela suggérait un tueur avec un objectif spécifique, pas un fou furieux ou un groupe de vengeurs improvisés. Mais quel était cet objectif ? Et comment le tueur choisissait-il ses victimes ? Pendant ce temps, Evangeline Sutherland continuait à s'intégrer doucement dans la vie sociale d'Ashworth. Elle participait maintenant régulièrement au cercle de couture, où elle impressionnait les autres femmes par son habileté avec l'aiguille et sa capacité à créer des motifs délicats dans le tissu noir qu'elle semblait toujours utiliser. Elle parlait peu d'elle-même, mais écoutait avec une attention flatteuse les confidences des autres. Les femmes d'Ashworth, comme les femmes partout, aimaient parler. Elles parlaient de leurs maris, de leurs soucis, de leurs espoirs, de leurs frustrations. Et Evangeline écoutait, souriait, hochait la tête avec sympathie. Un après-midi de la mi-août, Martha Caldwell mentionna que son mari, Joseph, serait absent plusieurs jours pour un voyage d'affaires à Atlanta. Elle se plaignit doucement de la solitude de ses absences, de la nervosité qu'elle ressentait maintenant, avec 2 meurtres non résolus dans le comté. Evangeline offrit immédiatement de venir lui tenir compagnie pendant ces nuits, apportant son propre revolver pour la protection. Martha accepta avec gratitude. Le 3e meurtre survint le 29 août, mais celui-ci présentait une variation troublante. La victime était Jeremiah Holt, un fermier célibataire de 38 ans qui vivait dans une cabane isolée près des collines boisées au nord du comté. Holt était connu comme un homme taciturne, travailleur,
qui gardait pour lui-même et ne participait guère à la vie sociale d'Ashworth. Il venait en ville une fois par mois pour vendre ses récoltes et acheter des provisions, puis disparaissait de nouveau dans ses terres. Son corps fut découvert par un voisin qui passait et avait remarqué que le bétail de Holt n'avait pas été nourri depuis plusieurs jours. La scène était désormais familière au shérif Henley, l'entaille précise, l'absence de lutte, l'expression de surprise. Mais cette fois, la robe blanche du clan n'était pas cachée. Elle était posée sur une chaise à côté du lit, soigneusement pliée, presque exhibée. Le message était clair pour Henley. Le tueur voulait que l'on sache. Il voulait que la connexion soit établie. Mais pourquoi? Quelle était la signification de cette révélation progressive? Henley sentit la pression monter. Il ne pouvait plus garder le secret de l'affiliation des victimes. Trop de personnes commençaient à poser des questions. Trop d'indices pointaient vers quelque chose de plus grand qu'une série de meurtres aléatoires. Il convoqua une réunion privée avec le maire d'Ashworth, un homme rondouillard nommé Frederick Pemberton, et avec les notables les plus influents du comté. Dans le bureau du maire, porte close et rideaux tirés, Henley révéla ce qu'il avait découvert. Les 3 hommes assassinés étaient tous membres du Ku Klux Klan. Tous occupaient des positions de leadership dans l'organisation locale. Tous avaient été tués de la même manière méthodique, presque rituelle. Le silence qui suivit cette révélation fut lourd et inconfortable. Pemberton, qui transpirait abondamment malgré la fraîcheur de la pièce, demanda d'une voix tremblante si Henley suggérait que le clan lui-même était responsable, peut-être une sorte de purge interne. Henley secoua la tête. La nature des meurtres ne correspondait pas aux méthodes habituelles du clan. Il n'y avait pas de mise en scène publique, pas de message politique évident. C'était quelque chose de plus personnel, de plus intime. Un homme présent à cette réunion, un avocat nommé Nathaniel Pierce, suggéra prudemment que peut-être ces meurtres étaient l'œuvre de quelqu'un cherchant à se venger d'actions spécifiques commises par le clan. Avait-il enquêté sur les activités récentes de l'organisation? Y avait-il eu des incidents, des violences, des actes qui auraient pu motiver une telle vengeance? Henley admit que c'était difficile à déterminer. Le clan opérait dans le secret, ne tenait pas de registres écrits de ses actions. Interroger ouvertement ses membres risquait d'exposer l'organisation entière à l'attention des autorités fédérales, qui commençaient déjà à sévir contre ces groupes dans d'autres États. C'était un équilibre délicat entre chercher la vérité et protéger certains privilèges sociaux profondément enracinés. La décision fut prise de continuer l'enquête discrètement, sans révéler publiquement la connexion entre les victimes. On ferait circuler des rumeurs alternatives, on dirigerait l'attention ailleurs. Pendant ce temps, Henley serait autorisé à interroger certains membres du clan de manière informelle, cherchant des informations sur d'éventuels vendettas ou conflits internes. C'est dans ce contexte tendu que Henley rencontra pour la première fois Evangeline Sutherland de manière significative. Il se rendait chez les Caldwell pour interroger Joseph au sujet de ses éventuelles connaissances concernant les victimes, et il trouva Evangeline en train de prendre le thé avec Martha dans le salon. Les présentations furent faites. Henley fut immédiatement frappé par la présence calme et posée de cette veuve. Elle avait une manière de le regarder directement dans les yeux, sans la timidité habituelle des femmes de cette époque, mais sans non plus l'impertinence qui aurait été déplacée. Ils échangèrent quelques politesses. Evangeline exprima son inquiétude concernant les meurtres, demanda si le shérif faisait des progrès. Henley répondit avec les platitudes habituelles sur l'enquête en cours et la nécessité de patience. Mais il remarqua quelque chose dans les yeux d'Evangeline, une intelligence aiguisée qui semblait évaluer chacune de ses paroles, peser chaque nuance de son ton. C'était troublant et, d'une certaine manière, intriguant. Après avoir quitté la maison des Caldwell, Henley se surprit à penser à Evangeline Sutherland plus qu'il n'aurait dû. Il y avait quelque chose dans sa présence qui le perturbait légèrement, une sensation qu'il ne pouvait pas tout à fait identifier. Elle semblait trop contrôlée, trop mesurée, comme quelqu'un jouant un rôle plutôt que vivant authentiquement. Mais peut-être était-ce simplement le comportement naturel d'une veuve traumatisée.
Quelqu'un qui avait appris à se protéger derrière un masque de bienséance sociale. Le 4e meurtre survint 3 semaines plus tard, le 19 septembre. Cette fois, la victime était un homme plus jeune, 29 ans, nommé Daniel Whitfield. Il était fils d'un planteur important et destiné à hériter d'une fortune considérable. Daniel vivait encore chez ses parents, dans une grande maison au sud d'Ashworth, mais il avait ses propres appartements dans l'aile est de la demeure. C'est là qu'il fut trouvé dans son lit avec la même entaille fatale. Ce qui rendit ce meurtre particulièrement choquant, c'était le fait qu'il s'était produit dans une maison occupée. Les parents de Daniel, leur personnel domestique, tous dormaient à quelques pièces de distance. Personne n'avait rien entendu. Le tueur était entré et sorti comme une ombre, laissant seulement la mort derrière lui. Les parents de Daniel, dévastés, insistèrent pour que le shérif Henley fasse appel à des détectives privés d'Atlanta ou même de Washington. Henley résista, craignant que l'intervention d'étrangers ne complique davantage une situation déjà délicate. Mais la pression montait. Le comté était maintenant en proie à une peur palpable. Les familles fortunées commençaient à engager des gardes armés pour surveiller leurs propriétés la nuit. Les portes étaient verrouillées, les fenêtres barricadées. Des hommes dormaient avec des revolvers chargés sous leurs oreillers. Et pourtant, les meurtres continuaient. En octobre 1872, une réunion secrète fut convoquée dans une grange isolée à plusieurs miles d'Ashworth. Y assistaient une douzaine d'hommes, tous membres du chapitre local du Ku Klux Klan. L'atmosphère était tendue, presque paranoïaque. 4 de leurs leaders avaient été assassinés en l'espace de 5 mois. Qui serait le suivant? Et surtout qui était responsable? Les théories circulaient. Certains accusaient les autorités fédérales, suggérant une opération secrète visant à décapiter l'organisation. D'autres parlaient de traîtres internes, de dissensions masquées sous des apparences de camaraderie. Les plus superstitieux évoquaient une malédiction, une vengeance divine pour des actes impardonnables. Cette dernière théorie fut rapidement rejetée par les hommes plus pragmatiques, mais elle persistait néanmoins dans les esprits troublés. Un homme se leva pour prendre la parole. Il s'appelait Silas Hammond, avocat de profession, 43 ans, avec une réputation de stratège calculateur. Il suggéra qu'ils devaient enquêter eux-mêmes, discrètement, sur toute nouvelle arrivée dans le comté au cours des derniers mois. Quelqu'un était venu avec un objectif, avec une liste de noms, avec une méthodologie. Il fallait identifier cette personne avant qu'elle ne frappe encore. Un autre homme, Robert Kensington, propriétaire d'une plantation de coton, demanda si l'on avait envisagé la possibilité d'une femme. L'idée fut accueillie avec des rires nerveux. Une femme capable de commettre de tels meurtres avec une telle précision. C'était absurde. Les femmes n'avaient pas la force physique ni la capacité psychologique pour de telles violences. Kensington insista pourtant. La manière dont les victimes avaient été approchées, l'absence totale de défense, suggérait quelqu'un qui avait été accueilli, peut-être même invité. Un homme se méfierait d'un autre homme inconnu. Mais une femme, surtout une femme respectable, pourrait approcher sans éveiller de soupçons. Cette suggestion fut débattue brièvement puis écartée. On revint aux théories plus conventionnelles impliquant des agents fédéraux, des espions, des vengeurs masculins. La réunion se termina sans consensus clair, sinon un accord général pour renforcer la sécurité personnelle et signaler immédiatement toute activité suspecte. Ce que ces hommes ne savaient pas, c'est que leurs mouvements étaient observés. Evangeline Sutherland avait développé au fil des mois un réseau d'informateurs involontaires. Les domestiques parlaient, les femmes confiaient des détails innocents sur les habitudes de leurs maris, les commerçants mentionnaient qui achetait quoi. Pièce par pièce, Evangeline assemblait un tableau complet de la structure sociale du comté, identifiant les connexions, les loyautés, les secrets. Elle savait, par exemple, que Silas Hammond se rendait chaque jeudi soir dans une maison discrète à la périphérie du comté, où une jeune femme noire nommée Clarissa vivait seule.
Elle savait que Robert Kensington avait des dettes de jeu considérables dans les saloons de la ville voisine. Elle connaissait les faiblesses, les hypocrisies, les fissures dans les façades de respectabilité, et elle utilisait ses connaissances avec la patience d'une araignée tissant sa toile. Le 5e meurtre survint le 8 novembre. La victime était Theodore Blackburn, un médecin respecté qui avait pratiqué dans le comté pendant près de 15 ans. Blackburn était veuf, vivait seul et était connu pour sa générosité envers les patients pauvres. Sa mort choqua particulièrement la communauté parce qu'il était perçu comme un homme bon, un guérisseur, quelqu'un au-dessus des mesquineries politiques. Si cette histoire vous donne des frissons, appuyez sur le bouton j'aime et dites-moi en commentaire ce que vous pensez qu'il va se passer. Qui est vraiment Evangeline Sutherland? Mais le shérif Henley, en fouillant discrètement la maison de Blackburn, découvrit la robe blanche habituelle et plus encore, des documents cachés dans un coffre-fort mural derrière un portrait de famille. Ces documents détaillaient des raids nocturnes du clan, des punitions administrées, des noms de victimes. Blackburn n'était pas simplement un membre, il était l'archiviste officieux du chapitre, celui qui tenait les comptes des actions de l'organisation. Henley lut ces documents avec un mélange de fascination et d'horreur. Il décrivait des fouettages, des incendies de propriétés, des menaces de mort, des expulsions forcées. Les victimes étaient majoritairement des anciens esclaves qui avaient osé voter, ouvrir des commerces ou simplement affirmer leur nouvelle liberté de manière trop visible. Certaines actions étaient justifiées dans les documents comme des mesures nécessaires pour maintenir l'ordre social. D'autres n'avaient même pas cette maigre excuse, révélant simplement une cruauté gratuite. Parmi les noms des victimes figurait celui d'une famille complète. Samuel, Grace et leurs 3 enfants, tous décédés dans l'incendie de leur maison en février 1871. Le document notait sobrement que l'incendie avait été accidentel, résultat d'une lampe renversée pendant une visite nocturne destinée à les convaincre de quitter le comté. Mais la formulation laissait peu de doute sur la nature intentionnelle de cet acte. Henley ferma le dossier avec des mains tremblantes. Il comprenait maintenant. Il comprenait le motif, la méthodologie, la sélection des victimes. Quelqu'un cherchait à venger ses morts. Quelqu'un qui connaissait les responsables, qui avait accès à des informations détaillées sur la structure du clan. Mais qui? Et comment cette personne avait-elle obtenu ces informations? Il retourna dans son bureau et commença à compiler une liste. Tous les membres connus du clan dans le comté. Environ 25 hommes, peut-être plus. Parmi eux, une dizaine occupaient des positions de leadership, ceux qui prenaient les décisions, ordonnaient les actions, dirigeaient les raids. 5 étaient déjà morts. Cela laissait encore 5 cibles potentielles, peut-être plus si le tueur décidait d'élargir sa vengeance aux membres ordinaires. Henley prit une décision difficile. Il devait avertir ces hommes, même si cela signifiait révéler qu'il connaissait leur affiliation secrète. Il ne pouvait pas permettre que d'autres meurtres se produisent, même si les victimes étaient loin d'être innocentes. C'était une question de loi, de principe, de maintien d'un semblant d'ordre dans un monde déjà trop chaotique. Il commença par Silas Hammond, l'avocat. Il se rendit chez lui un soir, demanda une conversation privée. Dans le bureau lambrissé de Hammond, Henley exposa ce qu'il savait. Les meurtres, la connexion avec le clan, le pattern de vengeance. Hammond écouta avec un visage qui devint progressivement plus pâle. Il nia d'abord toute affiliation, puis, face aux preuves présentées par Henley, il admit à contre-cœur son appartenance. Henley lui demanda directement « Connaissiez-vous une famille nommée Samuel et Grace, assassinés dans un incendie ?» Hammond hésita, puis hocha la tête. Il avait participé à cette action. Ils avaient seulement voulu les effrayer, les convaincre de partir. L'incendie n'était pas censé se propager si rapidement. C'était un accident, un terrible accident. Henley demanda alors, avait-il des proches? Quelqu'un qui aurait pu survivre, qui chercherait maintenant vengeance? Hammond réfléchit longuement. Ils avaient eu 3 enfants, tous morts dans l'incendie selon les rapports. Mais il se souvenait vaguement d'une rumeur, mentionnée brièvement puis oubliée, concernant une fille aînée qui ne vivait pas avec eux, qui avait été placée chez des parents éloignés avant la guerre.
Personne n'avait suivi cette piste. Elle semblait sans importance à l'époque. Henley sentit son cœur s'accélérer. Une fille. Combien de femmes vivaient actuellement dans le comté qui correspondait à ce profil? Combien n'étaient arrivées récemment, sans passé vérifiable? Il commença à dresser une liste mentale, puis se stoppa. Une femme, une veuve, arrivée au printemps, vivant seule, s'intégrant doucement mais méthodiquement dans la communauté. Evangeline Sutherland. Le nom s'imposa dans son esprit avec la force d'une révélation. Tout concordait. Le timing de son arrivée, sa présence discrète mais observatrice, sa capacité à gagner la confiance des femmes et à travers elles, à obtenir des informations sur les hommes. Sa solitude qui n'éveillait aucun soupçon. Henley se leva brusquement, laissant Hammond dans un état de confusion anxieuse. Il devait vérifier. Il devait enquêter sur Evangeline Sutherland immédiatement. Mais il devait aussi être prudent. Si elle était vraiment responsable de 5 meurtres, elle était dangereuse, méthodique et probablement préparée à toute confrontation. Il ne pouvait pas simplement l'arrêter sans preuves solides. Il devait la surveiller, découvrir où elle cachait son arme, comment elle entrait dans les maisons, comment elle choisissait le moment de frapper. Les semaines suivantes furent marquées par une danse subtile entre Henley et Evangeline. Le shérif commença à apparaître plus fréquemment dans les lieux où elle se trouvait, toujours avec une excuse plausible. Il la croisait à l'église, au marché, chez les Caldwell. Il engageait des conversations polies, posait des questions apparemment innocentes sur son passé, ses voyages, sa famille. Evangeline répondait avec son calme habituel, offrant des détails vagues mais cohérents. Henley fit des recherches discrètes. Il écrivit à des autorités à Savannah, demandant des informations sur un capitaine confédéré nommé Sutherland, mort à Chancellorsville. La réponse vint 3 semaines plus tard. Aucun capitaine de ce nom n'était enregistré dans les archives militaires de la Géorgie. Evangeline Sutherland n'existait pas. Fort de cette découverte, Henley intensifia sa surveillance. Il engagea discrètement un adjoint pour observer Bellerive la nuit, notant les mouvements d'Evangeline. Mais elle semblait ne jamais sortir après le coucher du soleil. Sa maison restait sombre et silencieuse. Où était-elle pendant les nuits des meurtres? Comment disparaissait-elle sans être vue? Le 6e meurtre fournit une partie de la réponse. Il survint le 15 décembre, et la victime était William Stanton, un juge de paix qui avait régulièrement fermé les yeux sur les activités du clan. Son corps fut découvert dans une circonstance inhabituelle. Il n'était pas dans son lit, mais dans une chambre d'hôtel à la ville voisine de Mâcon, où il s'était rendu soi-disant pour des affaires légales. Le propriétaire de l'hôtel se souvenait d'une femme bien habillée qui avait loué la chambre adjacente la veille. Elle correspondait vaguement à la description d'Evangeline. Cheveux foncés, tenue de deuil, manière distinguée. Elle était partie tôt le matin, laissant une note pour le personnel expliquant qu'elle avait dû quitter précipitamment pour une urgence familiale. Henley réalisa alors la sophistication du plan. Evangeline ne se contentait pas d'attendre que ses victimes soient vulnérables chez eux. Elle les suivait, les étudiait, créait des opportunités. Elle pouvait voyager, se déguiser subtilement, approcher ses cibles dans différents contextes. Elle était une prédatrice méthodique, utilisant toutes les ressources disponibles. Le shérif comprit qu'il devait agir rapidement. Il retourna à Bellerive, cette fois avec un mandat de perquisition approprié et 2 adjoints armés. Ils arrivèrent au crépuscule, trouvèrent la maison apparemment vide. Evangeline était absente. Henley ordonna une fouille complète. Dans la cave, derrière une rangée de conserves soigneusement disposées, ils découvrirent une porte cachée menant à un petit espace de stockage. À l'intérieur se trouvaient les outils du métier d'Evangeline. Un couteau de chirurgien avec une lame extrêmement affûtée, des fioles contenant des substances que Henley ne put identifier immédiatement mais qui ressemblaient à des sédatifs, des vêtements de rechange dans différents styles, et surtout, un journal. Le journal était écrit dans une main élégante et précise. Il contenait des entrées datées,
décrivant chaque étape du plan d'Evangeline. Son arrivée dans le comté, ses observations, ses découvertes sur l'identité des membres du clan responsables de la mort de sa famille. Car c'était bien elle, la fille aînée de Samuel et Grace. Son nom véritable était Evelyn, et elle avait passé les 18 derniers mois depuis le meurtre de sa famille à traquer méthodiquement ceux qui l'avaient détruite. Le journal révélait l'ampleur de sa préparation. Elle avait voyagé d'une ville à l'autre, travaillant comme gouvernante, comme couturière, accumulant de l'argent et des informations. Elle avait appris que les hommes responsables de l'incendie appartenaient tous au même chapitre du clan dans le comté de Cumberland. Elle avait étudié leurs habitudes, leurs faiblesses, leurs routines. Elle avait appris à préparer des sédatifs à partir de plantes médicinales, perfectionné l'utilisation d'un couteau avec une précision chirurgicale. Mais le journal contenait aussi quelque chose de plus troublant, une liste de 11 noms. 5 étaient déjà barrés, les 5 victimes. 6 autres noms restaient, incluant ceux de Silas Hammond et Robert Kensington. Evangeline n'avait pas terminé. Elle était à mi-chemin de sa vengeance. Henley referma le journal avec des mains tremblantes. Il devait la trouver avant qu'elle ne frappe encore. Mais où était-elle? Il ordonna à ses adjoints de surveiller les maisons de tous les hommes restants sur la liste. Il envoya des télégrammes au shérif des comtés voisins, décrivant Evangeline et demandant son arrestation immédiate si elle était vue. 2 jours passèrent sans nouvelles. Puis, le 18 décembre, un télégramme arriva d'Augusta. Une femme correspondant à la description avait été vue descendant d'un train, accompagnée d'un homme d'âge moyen. Le shérif local avait tenté de l'approcher, mais elle avait disparu dans la foule avant qu'il ne puisse intervenir. Henley prit le premier train pour Augusta, arrivant le lendemain. Il interrogea des témoins, suivit des pistes, mais Evangeline semblait s'être évaporée. Puis, 3 jours plus tard, il reçut une nouvelle qui le glaça. Silas Hammond avait été retrouvé mort dans sa maison, tué de la même manière que les autres. Evangeline était revenue, avait accompli son objectif et était repartie. Tout cela pendant que Henley la cherchait ailleurs. Le 7e meurtre confirma ce que Henley craignait le plus. Evangeline était toujours un temps d'avance sur lui. Elle anticipait ses mouvements, déjouait ses stratégies. Elle était non seulement méthodique, mais aussi remarquablement intelligente et adaptable. Henley retourna au comté de Cumberland, défait et épuisé. Il convoqua les hommes restant sur la liste d'Evangeline, leur révélant ouvertement le danger. 4 acceptèrent de se réfugier dans un hôtel sécurisé à Atlanta, sous protection constante, jusqu'à ce qu'Evangeline soit capturée. Le 5e, Robert Kensington, refusa. Il insista qu'il ne fuirait pas, qu'il défendrait sa maison et sa dignité. Henley tenta de le convaincre, mais Kensington était têtu, orgueilleux, convaincu qu'aucune femme ne pourrait le vaincre s'il était préparé et armé. C'était une erreur fatale. Le 8e meurtre survint 2 semaines plus tard, le 4 janvier 1873. Robert Kensington fut trouvé dans son lit, malgré les précautions qu'il avait prises. Il avait verrouillé toutes les portes, barricadé les fenêtres, dormi avec un revolver chargé sur sa table de chevet. Mais il était mort de la même manière que les autres, une entaille précise au cou, une expression de surprise figée. Comment Evangeline avait-elle réussi? Le mystère fut partiellement résolu quand on découvrit qu'une domestique de Kensington, une jeune femme noire nommée Lily, avait disparu le même soir. Interrogée plus tard, après avoir été retrouvée dans un autre comté, Lily avoua qu'une dame élégante l'avait approchée quelques jours auparavant, offrant une somme considérable en échange d'un service simple. Laisser une porte arrière déverrouillée une nuit spécifique. La dame avait expliqué qu'elle voulait récupérer des lettres d'amour compromettantes qu'elle avait imprudemment envoyées à Kensington. Lily, naïve et tentée par l'argent, avait accepté. Evangeline avait utilisé la même stratégie pour plusieurs de ses victimes. Elle identifiait les domestiques, les ouvriers, les personnes en position de confiance, mais économiquement vulnérables. Elle leur offrait de l'argent pour de petits services qui semblaient innocents, mais qui lui permettaient l'accès dont elle avait besoin. Personne ne suspectait la veuve élégante et polie.
Personne ne la voyait comme une menace. Les 3 derniers hommes sur la liste d'Evangeline étaient maintenant terrifiés. Même sous protection à Atlanta, ils ne se sentaient plus en sécurité. Ils savaient qu'Evangeline trouverait un moyen. Elle avait toujours trouvé un moyen. Henley, désespéré, décida de changer de tactique. Au lieu de chercher Evangeline, il déciderait de la tirer. Il fit publier dans plusieurs journaux régionaux un article mentionnant qu'un témoin clé dans l'affaire des meurtres en série du comté de Cumberland serait transféré du comté voisin pour témoigner devant un grand jury. Ce témoin, selon l'article, possédait des informations cruciales sur l'identité du tueur et serait escorté par le shérif Henley lui-même. C'était un mensonge complet. Il n'y avait pas de témoin. Mais Henley espérait qu'Evangeline, en lisant cet article, croirait qu'il se rapprochait dangereusement de la découvrir. Elle pourrait faire une erreur, agir précipitamment, révéler sa position. Une semaine passa sans incident. Puis Henley reçut une lettre. Elle était adressée à lui personnellement, postée d'une ville qu'il ne connaissait pas. À l'intérieur, une seule page écrite dans une écriture élégante. « Cher shérif Henley, vous êtes un homme honorable dans un monde dépourvu d'honneur. Je respecte votre détermination, bien qu'elle soit mal dirigée. Les hommes que j'ai punis méritaient leur sort. Ils ont détruit ma famille, ont brûlé vif mon père, ma mère, mes 3 jeunes frères et sœurs. Ils n'ont jamais exprimé de remords. Ils n'ont jamais été traduits en justice. Votre loi les protégeait parce qu'ils étaient blancs, propriétaires, respectables. Je ne suis pas une meurtrière sans raison. Je suis simplement l'instrument d'une justice que votre système a refusé de fournir. Il me reste 3 noms sur ma liste. Quand j'aurai fini, je disparaîtrai, et vous ne me reverrez jamais. Je vous demande de ne pas interférer. Ces hommes ont mérité leur destin, mais je vous offre un choix. Si vous retirez la protection des 3 hommes restants, si vous les laissez exposer, je promets de rendre ma justice rapidement et de partir immédiatement après. Si vous continuez à les protéger, je serai patiente. J'attendrai des mois, des années si nécessaire. Mais finalement, je les trouverai. Et pendant ce temps, d'autres innocents pourraient être blessés dans mes tentatives d'atteindre mes cibles. Le choix vous appartient, shérif, justice ou protection. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Respectueusement, une fille qui se souvient. Henley lut cette lettre plusieurs fois, sentant le poids moral de la situation s'abattre sur lui. Evangeline lui offrait un dilemme impossible. S'il protégeait ces hommes, il les condamnait potentiellement à une vie de peur constante et risquait la sécurité d'autres personnes innocentes. S'il les abandonnait, il devenait complice de meurtre, même si les victimes étaient loin d'être innocentes. Il passa une nuit entière dans son bureau, contemplant cette décision. Il relut les documents trouvés chez Theodore Blackburn, les descriptions des atrocités commises par le clan. Il pensa à la famille brûlée vive, aux enfants terrorisés dans leurs derniers moments. Il pensa à la loi, à son serment, à sa responsabilité de protéger tous les citoyens, même les coupables. Au matin, il prit sa décision. Il continuerait à protéger les 3 hommes restants. Pas parce qu'il le méritait, mais parce que céder aux demandes d'Evangeline signifierait l'effondrement complet du système légal, aussi imparfait fût-il. Si chacun prenait la justice en main personnellement, le résultat serait le chaos total. Il renforça la protection, plaça les 3 hommes dans des locations séparées, chacune gardée 24 heures sur 24. Il fit surveiller toutes les routes menant à Atlanta, toutes les gares, tous les points d'entrée dans la ville. Il était déterminé à capturer Evangeline, non pour la punir au sens simple, mais pour mettre fin à ce cycle de vengeance. Le 9e meurtre déjoua toutes ses précautions. Il survint le 23 février 1873. La victime était Arthur Daniels, l'un des 3 hommes sous protection. Il fut trouvé mort dans sa chambre d'hôtel sécurisée, malgré le garde posté à l'extérieur de sa porte. Le garde insista qu'il n'avait vu personne entrer ou sortir. La porte était restée verrouillée de l'intérieur toute la nuit. L'enquête révéla la vérité ingénieuse et horrifiante. Evangeline n'était pas entrée par la porte. Elle avait loué la chambre directement au-dessus de celle de Daniels 3 jours auparavant,
se faisant passer pour une riche veuve, voyageant seule. La nuit du meurtre, elle avait découpé un trou dans le plancher de sa chambre, créant une ouverture juste assez grande pour se glisser à travers. Elle était descendue silencieusement dans la chambre de Daniels pendant qu'il dormait, avait accompli son œuvre, puis était remontée, scellant le trou avec une planche et un tapis qu'elle avait préparé à l'avance. Le lendemain matin, elle était partie normalement, payant sa note, remerciant poliment le personnel. Personne n'avait suspecté quoi que ce soit jusqu'à ce que le corps de Daniels soit découvert. Henley était maintenant confrontée à une terrible réalité. Evangeline était non seulement déterminée et intelligente, mais aussi remarquablement créative dans ses méthodes. Elle pouvait adapter son approche à n'importe quelle situation, contourner n'importe quelle défense. Les 2 hommes restants sur sa liste étaient maintenant au bord de la panique complète. Le 10e meurtre survint moins d'1 mois plus tard, le 18 mars. Cette fois, la victime était George Franklin, qui avait été déplacé dans une ferme isolée loin d'Atlanta, gardée par 4 hommes armés. Evangeline les avait tous contournés en se déguisant en une infirmière itinérante venue offrir des vaccinations gratuites contre la variole, une épidémie qui sévissait effectivement dans la région à ce moment-là. Les gardes, convaincus par ses documents falsifiés et son apparence professionnelle, l'avaient laissé approcher Franklin. Elle lui avait administré ce qu'elle avait présenté comme un vaccin, mais qui était en réalité un sédatif puissant. Une fois Franklin endormi et les gardes rassurés de sa coopération médicale, Evangeline était retournée dans la chambre sous prétexte de vérifier la réaction au vaccin. C'est là qu'elle avait accompli son acte final, puis était partie calmement, remerciant les gardes pour leur collaboration dans cette importante initiative de santé publique. Le corps ne fut découvert que plusieurs heures plus tard. Evangeline avait encore une fois disparu sans laisser de traces utilisables. Il ne restait plus qu'un seul nom sur sa liste. Le dernier homme était James Colton, 54 ans, ancien colonel confédéré et le véritable leader du chapitre local du clan. Selon le journal d'Evangeline, c'était lui qui avait donné l'ordre d'incendier la maison de sa famille. C'était lui qui portait la responsabilité ultime pour tout ce qui s'était passé. Colton était aussi l'homme le plus difficile à atteindre. Il vivait dans une véritable forteresse, une plantation entourée de murs de pierre, gardée par une 12aine d'hommes armés, la plupart d'anciens soldats confédérés qui lui étaient personnellement loyaux. Il ne sortait presque jamais, faisant livrer toutes ses provisions, menant ses affaires par correspondance ou par intermédiaire. Henley plaça Colton sous surveillance constante, mais il savait que c'était insuffisant. Evangeline avait déjoué toutes ses défenses précédentes, elle trouverait un moyen. C'était seulement une question de temps. Les semaines passèrent. Avril arriva, puis mai, rien ne se passait. Colton restait enfermé dans sa forteresse. Henley commença à se demander si peut-être Evangeline avait finalement renoncé, reconnaissant que Colton était une cible impossible. Ou peut-être avait-elle été capturée ou tuée ailleurs, et personne ne l'avait identifiée. Puis, le 15 juin 1873, quelque chose d'étrange se produisit. Une femme se présenta aux portes de la plantation de Colton. Elle était jeune, vêtue simplement, et portait un bébé dans ses bras. Elle expliqua aux gardes qu'elle était la fille illégitime de Colton, née d'une liaison qu'il avait eue 20 ans auparavant. Elle demandait seulement à le voir une fois, à lui présenter son petit-fils, à obtenir peut-être un peu d'aide financière pour survivre. Les gardes furent sceptiques, mais la femme avait des lettres, des photographies anciennes, des détails qui semblaient authentiques. Ils informèrent Colton, qui, intrigué et aussi peut-être légèrement flatté à l'idée d'avoir un petit-fils, accepta de la recevoir. Après tout, elle n'était qu'une jeune femme fragile avec un bébé. Quelle menace pouvait-elle représenter? Elle fut introduite dans le bureau de Colton, sous surveillance stricte. La conversation dura environ 1 heure. Colton posa des questions sur sa mère, sur sa vie. La jeune femme répondit avec émotion, montrant des photographies, racontant des histoires. Le bébé dormait paisiblement dans ses bras. Finalement, Colton, apparemment ému, offrit à la jeune femme de rester pour le dîner, de passer la nuit dans une chambre d'invité,
de discuter plus en détail le lendemain de la manière dont il pourrait l'aider. Elle accepta avec une gratitude humble. Cette nuit-là, James Colton dormit dans son lit massif, dans sa chambre située au 2e étage de sa maison fortifiée, entourée de gardes, de murs, de serrures. Il se sentait en sécurité. Il avait survécu à la guerre, aux années difficiles de la reconstruction, aux menaces de cette mystérieuse veuve vengeresse. Il était invincible. Le lendemain matin, un domestique trouva sa porte verrouillée de l'intérieur. Après avoir forcé l'entrée, ils découvrirent Colton dans son lit, mort de la même manière que tous les autres. L'entaille familière au cou. L'expression de surprise. Et à côté de son lit, posée soigneusement sur une chaise, une robe blanche du Ku Klux Klan. La jeune femme et le bébé avaient disparu. Une fouille révéla qu'elle s'était échappée par une fenêtre de sa chambre, utilisant des draps noués comme cordes, descendant jusqu'au sol puis escaladant le mur de la propriété à un point faible qu'elle avait dû repérer lors de son arrivée. Le bébé, comme on le découvrit plus tard, n'était qu'une poupée de chiffon habilement préparée, suffisamment réaliste pour tromper à distance. Evangeline avait accompli sa vengeance. Les 11 hommes responsables de la mort de sa famille étaient maintenant tous morts. Sa liste était complète. Henley se tint dans la chambre de Colton, contemplant la scène avec un mélange de défaite, d'admiration reluctante et de quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. C'était fini. Le cycle de violence qu'Evangeline avait initié était maintenant terminé. Elle n'avait aucune raison de rester, aucune autre victime à cibler. Il lança une recherche intensive, mais comme il s'y attendait, Evangeline sembla s'être évaporée complètement. Des rapports arrivèrent de divers États, mentionnant des femmes correspondant vaguement à sa description, mais aucune ne s'avéra être elle. Elle avait changé d'apparence, changé d'identité, disparu dans la vaste étendue de l'Amérique de l'après-guerre, où tant de personnes cherchaient à recommencer leur vie sous de nouveaux noms. Le shérif Henley vécut encore 30 ans, servant fidèlement le comté de Cumberland jusqu'à sa retraite. Il ne parla jamais publiquement de l'affaire Evangeline Sutherland, gardant ses notes et ses conclusions dans un dossier privé verrouillé dans un coffre. Après sa mort, ce dossier disparut, peut-être détruit par ses héritiers, peut-être simplement égaré dans les nombreux documents accumulés pendant une longue carrière. Les meurtres eux-mêmes devinrent une légende locale, racontée à mi-voix, modifiée par le temps et l'imagination. Certaines versions transformèrent Evangeline en une sorte d'ange vengeur surnaturel. D'autres la dépeignirent comme une folle meurtrière. Très peu se souvinrent de la vérité simple et horrible qui avait déclenché sa vengeance. Une famille innocente brûlée, vive par des hommes qui ne furent jamais punis par la loi. Les registres officiels du comté, lorsqu'ils mentionnent ces événements, parlent simplement d'une série de meurtres non résolus survenus entre 1872 et 1873. Les noms des victimes sont listés. La connexion avec le Ku Klux Klan n'est jamais mentionnée. L'identité du tueur reste officiellement inconnue. Mais dans les archives poussiéreuses de certaines bibliothèques historiques, dans les correspondances privées de personnes aujourd'hui décédées, dans les journaux intimes et les lettres jamais publiées, des fragments de vérité persistent. Des mentions d'une veuve mystérieuse, des allusions à une vengeance méthodique. Des questions sur la justice, la loi et la ligne fine qui sépare le meurtre de l'exécution. En 1920, un historien local nommé Martin Chambers publia un ouvrage sur l'histoire du comté de Cumberland au XIXe siècle. Dans une note de bas de page brève et facilement manquable, il mentionna la légende de la veuve noire, une femme qui aurait séduisé et tué 11 leaders du Ku Klux Klan pour venger sa famille. Il nota que cette histoire était probablement apocryphe, un mélange de faits réels et de fiction populaire. Mais il ajouta, avec une prudence académique. Néanmoins, les registres de décès du comté confirment que 11 hommes sont effectivement morts de manière similaire pendant cette période, et tous avaient des connexions documentées, bien que non officielles, avec des organisations paramilitaires locales.
Cette note de bas de page est tout ce qui reste officiellement de l'histoire d'Evangeline Sutherland dans les archives historiques formelles. Le reste existe seulement dans les murmures, dans les légendes, dans les histoires racontées tard le soir quand les gens parlent de justice, de vengeance et du prix terrible que les deux exigent. Quant à Evangeline elle-même, on prétend qu'elle vécut encore 50 ans sous un nom différent, quelque part dans l'Ouest américain. Certains disent qu'elle devint institutrice, enseignant aux enfants de mineurs dans une ville de montagne du Colorado. D'autres affirment qu'elle ouvrit un orphelinat à San Francisco, consacrant le reste de sa vie à aider les enfants abandonnés. Il y a même une histoire persistante selon laquelle elle retourna dans le Sud dans les années 1900, une vieille femme maintenant, et plaça des fleurs sur la tombe de sa famille avant de disparaître une dernière fois. Aucune de ces histoires n'a jamais été vérifiée. Aucun document ne confirme le destin final d'Evangeline Sutherland. Elle reste, comme elle l'a toujours voulu, une ombre, un fantôme, un nom murmuré dans l'obscurité. Une femme qui prit la justice dans ses propres mains parce que la loi avait échoué à la fournir. Une meurtrière qui tua 11 hommes avec une précision chirurgicale et une détermination implacable. Une fille qui n'oublia jamais et qui ne pardonna jamais. L'histoire de la veuve noire reste l'un des récits les plus troublants de l'ère de la reconstruction américaine. Elle pose des questions auxquelles il n'existe pas de réponse facile. Quand la loi échoue, quelle est l'alternative? Quand les coupables ne sont jamais punis, quelle est la réponse appropriée? À quel point la vengeance personnelle peut-elle être justifiée face à des injustices flagrantes? Ces questions résonnent encore aujourd'hui, plus d'un siècle et demi après les événements. Elles nous rappellent que la justice n'est pas toujours synonyme de loi, que parfois les deux entrent en conflit direct et que les choix que nous faisons dans ces moments définissent non seulement nos vies individuelles, mais aussi le genre de société que nous construisons ensemble. Vous croyez que tout a été révélé? Que pensez-vous vraiment d'Evangeline Sutherland? Était-elle une meurtrière impitoyable ou une justicière poussée au-delà de toute limite humaine? Dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous à cette chaîne et partagez cette histoire avec ceux qui aiment les mystères sombres de l'histoire. Parce que, parfois, la vérité est plus terrifiante que n'importe quelle fiction. Et souvenez-vous, dans les archives poussiéreuses de nos bibliothèques, dans les registres oubliés de nos tribunaux, dans les cimetières abandonnés de nos campagnes, dorment des milliers d'histoires comme celle-ci. Des histoires de vengeance, de justice, de tragédie humaine. Des histoires que nous avons choisi d'oublier, mais qui refusent de mourir complètement. La veuve noire est l'une d'entre elles. Mais combien d'autres attendent d'être redécouvertes?